Good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Ouais, hello, c'est John qui vous parle. Pour ceux qui nous voient, il y a beaucoup d'excitation en studio car en cette belle journée et chaude journée du 26 juin 2026, je suis comme tous les jours accompagné de mon cher camarade Rem. Comment vas-tu, Rem? Ça va, John? Voilà, beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Brian Becafico, alias Artemore. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas reçu. Comment ça va, Brian? T'es en mute, mon ami. En mute, classique. Ça va très bien et toi, John? Merci, tout roule. Eh ben très bien. Alors on a un grand, on va dire, j'ai envie de dire un débat ou une réaction à chaud à faire aujourd'hui sur notre sujet préféré du NFT Morning qui a été relancé par une vidéo de Asher il y a 2 jours sur le fait que les NFT sont morts. Alors et vu que c'est notre sujet préféré et que c'est la room récurrente du NFT Morning tous les 6 mois, les NFT sont-ils morts? On s'est dit que c'était l'occasion justement de refaire une petite room sur le sujet. Mais c'est bien parce que tu vois, parce que on va bientôt arriver au 1000e épisode. Je pense qu'on a 10% de nos épisodes qui sont sur ce thème-là, tu vois. Je pense qu'on peut renommer ce podcast les NFT sont-ils morts? Mais alors on va revenir aussi donc à la fin de l'épisode sur l'expo à ne pas rater. Celle qui m'excite comme pas possible, qui va avoir lieu à Paris, à Artverse, et donc celle sur laquelle justement Artemore est en train de bosser en ce moment. Donc, est-ce que tu peux nous dire juste les infos clés du coup, Brian, là-dessus? Ouais, bien sûr, je vais pas encore vous embêter avec tout le concept curatorial, mais basiquement, c'est simple. Samedi, le week-end, pas ce week-end-là, le week-end d'après, le samedi 4, on fait l'ouverture, l'opening de l'exposition qui est publique, accessible à tous. Ça va être une exposition qui va toucher plein de trucs, de l'art physique, du TCG, des installations numériques immersives. Et ensuite, on va aussi avoir du coup une série d'événements spéciaux autour de ça, notamment un tournoi TCG du jeu TCG Fantasme de Polygon 1993. Qui sera organisé, lui, le samedi 18 juin, 18 juillet, pardon, mais on va avoir tout un tas d'autres activations, des dîners, des cocktails, etc. Et notamment une très très grande surprise que je ne pourrais même pas annoncer pendant ce NFT Morning, je suis désolé, qu'on garde encore un peu dans les tuyaux, mais qui devrait faire pas mal parler. Une collab, je peux dire que c'est une collab exclusive de Polygon avec un artiste légendaire, voilà. Oh my God! Donc, ok, on a l'info clé, on va revenir dessus. Polygon 1993, on a déjà eu la chance de le recevoir à plusieurs reprises au NFT Morning. On est extrêmement fan. C'est un des artistes digitaux français les plus importants et les plus talentueux. Et donc, Expo Artverse, samedi, opening le 4. C'est toute la journée, du coup, la journée du 4, c'est ça? L'opening commence à 18h jusqu'à minuit. On va avoir des performances musicales aussi, donc c'est pour ça qu'on fait cet horaire-là. Mais en soi, on fait le preview la veille, et donc s'il y en a qui ne pourraient pas être là le soir du 4, qui peuvent tout me contacter, on peut leur ouvrir la porte un peu en après-midi tranquillement. On a un preview la veille, c'est plus pour les VIP, les collectionneurs, mais on l'ouvre aussi aux très introvertis et qui ne voudraient pas se retrouver avec 300 personnes dans la galerie. Voilà. Génial. Donc on va revenir là-dessus et on a hâte de voir. Et en effet, on avait eu la chance d'avoir aussi une pré-collection de Polygon 1993 à Lisbonne sur NFC qui avait été très successful, j'ai envie de dire, pour les fans, les collectionneurs et même les petits justement. Et en effet, le jeu aussi derrière, donc qu'il a créé. Donc ouais, moi je suis très excité de participer à cet opening. Mais Brian, je vais tout de suite, voilà, d'ailleurs je vais me poser un peu le décor. Oh là là, regardez-moi ça. Attends, moi j'en veux une. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et elle est unique, celle-là? Alors non, il y a 300 invitations comme ça, la carte elle Ah, c'est l'invitation, ça. Ouais, ça c'est juste l'invitation. Je peux donner mon adresse même si je peux pas venir.
peut Non, s'arranger, non, les gars. je la récupérerai pour Rémi. Ah ouais. C'est ça. Oh là là. Tu peux toujours rêver. Ah, mais t'es pas sympa en fait. T'es une ordure. Donc, bon, alors attendez, non, mais alors sérieusement, on a un sujet sérieux parce que moi, je suis tombé sur une vidéo d'Asher qu'il a sortie il y a 2 jours, justement, où il nous explique que les NFT, voilà, j'ai envie de dire, je schématise un peu, mais que pour faire très simple, avec beaucoup de chiffres à l'appui, il explique que le marché des NFT, dit spéculatif, n'existe plus, est mort et enterré, et que c'est terminé. En fait, je vais rentrer un peu plus dans le détail. En effet, en s'appuyant sur à la fois les volumes, en s'appuyant sur des chiffres qu'on retrouve souvent, telle J'ai célébrité. quelques chiffres, hein, si tu veux. Vas-y, sors-moi des chiffres. Non, alors déjà, est-ce que je peux commencer par dire que c'est en vrai, c'est une analyse que j'aurais aimé faire, en fait. Donc déjà, on peut dire qu'on peut saluer tout le travail de recherche qu'il y a derrière, justement sur les chiffres, etc. Et je trouve que c'est quand même une vidéo qui mérite d'être vue et qui est hyper intéressante. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Tu vois, moi j'essaie d'être antagoniste et toi toujours, toujours conciliant, toujours non mais il est super, non mais j'adore, etc. Non, mais parce que en fait, c'est une vidéo que j'aurais aimé faire, mais il y a 6 mois. Mais bon. Alors, les chiffres. Alors, effectivement, 25 milliards de dollars de volume entre 2021 et 2022. C'était le marché des NFT. Et plus de 80, alors c'est les chiffres qui donnent, plus de 90% de baisse du volume d'échange depuis ce sommet-là. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, les chiffres sont vrais. Et de toute façon, on va rentrer dans le sujet. Il parle d'aujourd'hui. Alors après, tu vois, c'est un peu plus... évidemment, on a envie de connaître un peu les sources. Tu vois. Il parle aujourd'hui de 20 000 wallets actifs, je pense, de 20 000 collectionneurs. Moi, ça me semble peu. Non. Ah ouais, Brian, c'est... Non, les chiffres sont plutôt... Non. En fait, ces chiffres... Bah oui, on est passé de 500 000, d'après dans mes souvenirs, à 20 000. 500 000 avec beaucoup de bots à 20 000 avec un peu moins de bots, mais quand même encore certains. Donc, je pense que c'est... Donc, la vraie vérité, c'est quand même moins de collectionneurs, je pense, pour être honnête. Mais, mais on parle de uniquement Ethereum, du marché global, Solana. Non, mais sans vouloir rentrer dans la challenging des chiffres, le but c'est de faire des comparaisons, tu vois. Donc, je veux dire, il a raison. En fait, je vais résumer tout de suite son idée en s'appuyant sur beaucoup de chiffres comme ça qui sont vrais. Ouais. Et après, et effectivement aussi, il parle de toutes les plateformes qui ont disparu, la marketplace NFT de Coinbase, X2, Y2, on les connaît, Non-Origin, etc. Voilà, plus les marketplaces, en effet, des grandes plateformes de NFT, des grandes plateformes, des gros exchanges, genre Coinbase, Binance, des gens pour les gens qui étaient dans la NFT, ça n'a jamais été des plateformes qui valaient quelque chose. Mais en effet, ils ont tous fermé leur grande plateforme. Et en effet, beaucoup de projets sont morts. Tu veux être antagoniste, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Parce que nous, de la première épisode, les NFT sont-ils dead? Nous, on disait déjà, vous savez, là, il y a un marché qui est quand même actif et tout, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 99% de ces collections PFP seront mortes. Oui. Donc, non, mais on l'a dit. Non, bien sûr. Et je pense que même nous, quand on disait ça, on n'anticipait pas à quel point, d'ailleurs, c'était mort. Ça veut dire que je pense qu'on parlait de 99%, on avait oublié le chiffre après la virgule, qui était 1,9. Donc là-dessus, OK. Mais, en fait, juste, je résume l'idée de la vidéo de Asher. Mais en effet, et pour de vrai, encore une fois, je suis pas du tout là, en fait. J'essaie de dire que c'est antagoniste, mais c'est pas du tout le vrai. Dans le fond, il a raison. Il montre les chiffres, il montre les volumes, il montre ce qu'il existe. Et quand tu regardes ça comme ça, d'un point de vue de personne qui est pas vraiment dedans,
tu te dis c'est mort, quoi, tu vois. Et son discours d'ailleurs est pas aussi. En fait, si tu veux, moi, tout le contenu de ce qu'il dit est vrai. Et c'est plus sur la manière, sur l'angle, sur le point de vue que je voulais parler. Ça veut dire que son discours, c'est les NFT dits spéculatifs sont morts, comme la bulle Internet, etc. Par contre, la techno est en train d'émerger. Et donc la techno, et si tu veux, et c'est intéressant. D'ailleurs, moi, déjà, c'est sûr que quand tu parles du marché des NFT, il faut parler de ces deux sujets. Ça veut dire ce qu'on a appelé les NFT dits spéculatifs, qu'on va reformuler différemment, et la techno. Sachant qu'il a raison, la techno commence à se développer. Voilà, il donne les exemples des digital passports, de produits digital passport qui sont utilisés dans le monde de la mode, voilà, notamment LVMH. Qui seront obligatoires en 2027 d'ailleurs. Avec voilà, une régulation européenne qui impose la traçabilité des biens, notamment pour le marché de seconde main. Alors, c'est pas la blockchain qui est obligatoire, hein, mais il s'avère que la blockchain est une des technologies les plus abordables pour pouvoir résoudre ce problème. Il parle de l'exemple, enfin là, on va faire un épisode dédié là-dessus lundi d'ailleurs sur la FIFA. Et là, en ce moment, pour la Coupe du Monde, tu peux acheter. Voilà, j'ai même un gars hier, comme je donnais l'exemple, qui est pas du tout dans la NFT, qui m'a envoyé un screenshot qui dit je vends l'option finale Portugal pour la Coupe du Monde. Il m'a dit apparemment c'est un NFT. Est-ce que tu connais un acheteur? Parce que en effet, donc la FIFA a introduit ces RTB, ces Right to Buy, qui sont des options pour pouvoir avoir un billet pas cher si tu as acheté l'option de ton équipe préférée pour une demi-finale ou une finale. On a finalement des doubles numériques qui sont créés. L'exemple de Courtyard, par exemple, pour moi, montre que la techno permet pour beaucoup de choses, on en a parlé 100 000 fois de Courtyard, donc je ne vais pas revenir dessus, qui permet de posséder un jumeau numérique d'une pièce de collection physique, justement. Et là-dessus, pour moi, il n'y a pas trop de débat sur le fait que eBay, pour le marché de seconde main de cartes à collectionner, par exemple, et demain de basket, et demain de tout type de collectibles, bon, finalement, je pense qu'avoir des alternatives qui sont basées justement sur le modèle de Courtyard, pour moi, ça me paraît évident et c'est déjà en train de se développer. Donc, on est d'accord sur la techno. Et puis d'ailleurs, il donne aussi des exemples, en toute honnêteté quand même. Il parle de Pooji Penguins et de la diffusion en store. Ouais, il parle de il montre que quelques projets. Voilà, il montre que la techno a son intérêt, se développe tranquillement et va servir à plein de choses. Et comme toute technologie qui est quand même jeune, ça va prendre des années et des années. On est complètement d'accord là-dessus. Et on en reparlera plus lundi sur le côté purement techno. Maintenant, le côté... en fait, je voulais simplement le côté, ce qu'on appelle spéculation. Alors, déjà, c'est vrai que, en fait, la réponse, en fait, elle est simple. Et là, je suis en train de voir dans les commentaires qu'on a d'ailleurs, on a... Voilà, exactement. En fait, tout est une question de définition de ce dont on parle. Et les commentaires de Zach et Teto éclairent bien, justement, la distinction et l'interprétation. C'est-à-dire qu'on a Teto qui dit que c'est mort, que les collectibles, c'est cringe, que les Cool Cats, c'est le bon exemple voilà, des projets qui étaient définis comme des super blue chips de la mort et qui valent zéro aujourd'hui. Et d'un autre côté, t'as Zach qui dit beaucoup de chiffres intéressants sur le marché de l'art digital et qui sort l'étude, je pense que c'est l'étude du BS qui est sortie justement, je pense que c'était à l'occasion de Zero Ten Miami, si je me souviens bien, qui donne justement des chiffres sur l'art numérique. Et en fait, pour moi... Les fameux 51% dont on a parlé avec Undread Collector. En fait, le fond du fond, et je pense que c'est notre thèse, et c'est pour ça qu'on est là, je pense que déjà, il y a une sorte de distinction à faire, et c'est là que c'est difficile, entre ce qu'on va appeler les NFT dits spéculatifs, les PFP, et l'art numérique. Et on va commencer déjà, et la première chose, et je pense qu'on est là pour le dire, l'art numérique, c'est vrai qu'on n'utilise plus le mot NFT, il est cramé, on était à Bâle la semaine dernière, justement, avec Brian aussi. Voilà,
on a, j'ai envie de dire, l'art numérique, c'est le présent, ça fait partie du présent de l'art contemporain. Ça veut dire que c'est déjà ici, c'est peut-être un des arguments de communication numéro 1 aujourd'hui d'Art Basel. C'est en termes de retombées médiatiques, même là, j'ai beaucoup regardé des grands collectionneurs d'art. Tout le monde a son avis sur Zero Ten et sur l'art numérique, quelle que soit son origine, que ce soit pour critiquer, de toute façon, c'est toujours pour critiquer, parce que j'ai envie de dire, c'est la définition de la critique artistique, c'est de critiquer. Mais on va dire que le débat aujourd'hui qu'on a eu de Miami à Hong Kong, à Bâle, et au-delà de ça, cette étude UBS te montre, et on va revenir dessus, que tu montes, tu descends, c'est le présent. Et quand tu dis tu montes, tu descends, c'est le présent. Enfin, je le redis pour les gens parce que pour nous, ça nous paraît évident. Mais en fait, les rentrées dans les musées continuent, les acquisitions de musées continuent, l'ouverture justement du musée Dataland à Los Angeles de Refik Anadol qui a eu lieu la semaine dernière, qui a l'air d'être un truc monumental. Bon, voilà, Pompidou, les biennales ont tous maintenant des personnes responsables de l'art numérique qui vont justement... Alors, l'art numérique... Est-ce qu'il parle vraiment de ça? Ça veut dire C'est-à-dire Non, mais je pense que c'est pas le fond de sa thèse, quoi. Justement, sa thèse, ça parle de l'aspect... Ouais. Alors oui, alors tu as raison. Alors, la thèse de Asher, tu veux dire? Oui, non, mais en fait, je veux juste mettre le coup de projecteur, parce que quand tu dis... Il n'y a que l'art digital. Non, mais en fait, alors je vais rentrer plus dans le sujet. Parce qu'en fait, on mélange déjà la spéculation et l'art, souvent, quand on parle des NFT. Oui. Et donc, je veux les reséparer. Par exemple, quand tu dis, par exemple, un truc con, et que tu vas voir, c'est cet exemple à la con du mec... Mais tu fais bien de les séparer, parce que dans l'art digital, il n'y a pas que de l'art digital adossé à des NFT. Non, et voilà. Mais au-delà de ça, quand tu as la petite blague de l'influenceur qui te dit... La petite blague de l'influenceur... Je savais que ça allait le faire agir. Alors, on va revenir là-dessus, mais juste pour te dire, la petite blague de l'influenceur qui te dit un tel a acheté tel truc à tel prix et maintenant ça vaut 0. C'est vrai pour certains, et tu as certains hypes qui ont été surachetés, et 95% des trucs sont tombés, et ça vaut plus grand-chose. Justin Bieber, et d'un autre côté, quand tu vois des mecs qui te font les mêmes types de tweets en te disant ce mec a acheté ce Beeple pour 70 millions il a 5 ans, aujourd'hui ça vaut 5 $, tu as envie de lui dire ferme ta gueule. Parce qu'en fait, moi je peux te dire un truc et je te le signe aujourd'hui, ce Beeple se revendra un jour pour plus que 70 millions de $. Et en fait, il n'y a pas de question. C'est la carrière en fait qu'il a entamée. Quoi? Non, moi je suis pas d'accord, mais ok. Bah, alors, il vaut combien le Beeple aujourd'hui? Bah écoute, il y a eu un Beeple qui s'est vendu 100 000 $. Ok, c'est un seul. C'est hier, il s'est vendu. Il s'est vendu. Non, mais en fait, il s'est vendu hier. Donc hier, il y a eu une vente d'un truc totalement random une de ses pièces qui s'est vendu 100 000 $. C'est le prix. Je peux te dire par source sûre, et la source étant moi-même, que Beeple vendait ses NFT Everyday à 100 000 $ pièce pendant les 3 dernières années. Concrètement, c'est juste sa cote. Hein. C'est pas en dessous du prix de vente qu'il fait d'habitude. Moi, j'avais un client qui voulait en acheter un. On est allé voir, il me disait c'est 100 000 pièces. Vous voulez un Everyday, c'est 100 000 pièces. Ouais, un Everyday, c'est 100 000 pièces. Ces chiens robots là qui vendent à Basel, c'est 100 000 pièces aussi. Donc voilà, et c'est des éditions. Les chiens robots, mais bon, t'as le device, il y a un truc sympa. Et d'ailleurs, il a un carnet de commandes monumental. Enfin, je parlais pas de 100 000. Ben oui, donc comment tu passes de 100 000 à 70 millions? Enfin. Il y a des artistes Jeff Koons, c'est celui qui a le deuxième record le plus haut en termes d'artistes vivants vendus. Enfin, c'est juste au-dessus de Beeple, justement, je crois. C'est à 76 millions et tu trouves des Jeff Koons à 100 000 €. Hein. Il y a une profondeur d'offres au niveau d'un catalogue d'un artiste. Mais donc, évidemment, t'es le premier à savoir que t'as pas toutes les œuvres qui se valent, et tu le sais très bien. Et tu sais très bien que cette pièce historique emblématique qui représente, comme on l'a dit 200 000 fois, 12-13 ans de son travail, n'est pas la même chose. Non, mais pourquoi je pense que ça partira pas au-dessus de 69 millions? Parce que je pense que
ça aurait pas dû partir au prix que c'est parti en fait. T'as pas tort, et c'est sûr que si ça se vendait aujourd'hui, en fait, j'ai un truc que je voudrais dire aussi, c'est que Owen, c'est une perspective, Owen Asher, c'est une perspective d'un mec qui fait de l'analyse quantitative, qui est dans la crypto, qui ne s'est jamais vraiment intéressé au NFT et encore moins à l'art. Je le disais tout à l'heure en DM à John, il avait parlé des NFT vaguement dans un live il y a 2 mois, et il savait même plus, à part Bored Ape et CryptoPunk, il n'en avait plus qui venaient en tête, tu vois, il pensait que ça valait 1000, 2000 balles aujourd'hui, tu vois, il ne savait pas qu'il y avait encore une sorte de résistance. Oui, c'est pas un sujet qui l'intéresse. Bon, alors attendez. Non, mais ouais, c'est ça. Mais vas-y, Brian. Et juste, je trouve que le constat d'Owen est juste, la comparaison est injuste, puisqu'il la compare avec des dynamiques crypto. C'est comme comparer la dynamique économique avec le marché de l'art. Et quand tu regardes le marché de l'art contemporain aujourd'hui, certes, c'est pas des moins 99% sur les artistes vivants, mais c'est quand même du moins 75% en termes de cote. Il y a une crise du marché de l'art global qui, je pense, a un impact aussi sur la tranche NFT artistique aussi. Pareil pour les collectibles, les seuls collectibles qui fonctionnent aujourd'hui, c'est les cartes Pokémon, mais si tu regardes tous les autres, ça décote très très fort, hein. Les sneakers et tout ce qui était, on va dire, les Toys Art, etc., ça décote fort. Donc il y a une tendance de fond aussi qui dépasse juste le monde des NFT, je trouve, et qui touche en fait des individus. Tu vois, Owen, c'est vraiment un mec qui ne s'intéresse pas du tout à l'art, qui ne s'intéressait que très peu au NFT, et je suis assez étonné qu'il fasse une vidéo sur le sujet, tu vois, qui soit certainement argumentée, etc., et qui fait un constat, mais qui a un constat de quelqu'un qui est quand même assez éloigné de tous ces sujets de base, et qui, je pense, ne perçoit pas tout le potentiel que ça a pu avoir au-delà de l'économique et du quantitatif, ne serait-ce qu'en termes d'adoption. Moi, ça a toujours été ma thèse. Tu vois, je sais pas si, moi, perso, s'il n'y avait pas eu les NFT, j'aurais jamais été dans la crypto. J'ai acheté de la crypto pour acheter des œuvres d'art. Et il y a beaucoup de gens comme ça que je connais. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui a eu très peu. Je trouve que le bull run 2021 a eu quelque chose de très spécial. Au-delà que c'était très cher, très très haut, etc. Il y avait une vague d'adoption aussi qu'on n'a pas vue sur le bull run dernier, par exemple. Si on peut mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'on revient. Bon, c'est pas on va pas avoir de débat. Non, mais moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi, quel est le but de cette vidéo en fait? Non, mais ça, à la limite, non, mais son rôle, c'est de faire du contenu. Donc, à un moment, il est dans le monde de la crypto. On parle. Mais est-ce que quand tu t'appartiens justement au monde de la crypto, alors évidemment, les NFT, ça a eu un effet néfaste sur l'ensemble du monde de la crypto. Mais vu qu'il y a des bonnes choses qui restent, pourquoi encore parler des mauvaises choses au lieu de mettre en avant les bonnes choses? Non, mais c'est normal. En fait, est-ce que tu te tires pas une balle dans le pied? Rem. Ouais. Son point de vue, et il est extrêmement. En fait, moi, je passe ma journée et j'ai passé presque une année à essayer de faire venir des gens de la crypto dans les NFT. Et en fait, si tu veux, les plus gros haters des NFT sont pas les gens qui sont pas les normies. Les plus gros haters des NFT sont les crypto people. C'est clair. C'est les plus gros haters pour, j'ai envie de dire. Ouais, mais pour moi, c'est illogique. Non, mais tu as plusieurs raisons. En fait, tu as plusieurs raisons. La raison numéro 1, et vraiment la vraie raison numéro 1, c'est qu'ils se sont tous plantés. Nous, on fait partie des rares qui ont gagné de l'argent avec les NFT, en fait, si tu veux. Ils font pas. Non, mais. Personnellement. non, mais ils font partie des gens. Et moi, je sais parce que j'ai souvent ces conversations. Moi, j'ai clairement perdu de l'argent. En fait, si tu veux, la plupart des gens, ils sont rentrés dans les NFT. Ils étaient dans la crypto. Ils sont arrivés un peu plus tard que nous, peut-être sur les NFT. Et ils sont attachés. Nous, on avait toujours un petit peu, même si on s'est planté sur beaucoup de choses, on était quand même très attachés au côté artistique. On a tout de suite dit CryptoPunk, on a tout de suite dit Beeple. On a fait d'autres erreurs, genre Pack, mais voilà. Mais on s'est attaché à certaines choses. Dans les métaverses. Non, mais les terrains dans les métaverses, on était déjà plus sceptiques malgré tout, tu vois. Donc c'est. Mais donc, si tu veux, eux sont arrivés en achetant le NFT de Binance, en achetant le NFT de Babolex, en achetant le NFT de... Je te dis Babolex parce que justement, j'ai un gars qui m'a ressorti, en fait, qui m'a dit, c'était le top du top, Babolex, et il nous a arnaqué. En fait, pour eux, c'était le top du top. Et en fait, c'est le seul Discord où je me suis fait kick de ma life. Parce que moi, j'en ai une autre. Bolman. C'était pas mal, Bolman aussi. Bolman, le gars, il te disait, mais attends, tu te rends compte, il y a tel joueur de tennis qui est impliqué. Ah, mais tu te rends compte, il y a tel joueur de foot qui est impliqué. Il y a telle célébrité qui est impliquée. En fait, ils n'avaient pas la grille de lecture qu'on avait
Parce que moi, je me souviens, tous ces projets, on nous les envoyait et on disait, on rentre pas là-dedans, tu vois. Donc, ils ont tous perdu de l'argent. Et malgré tout, tu as une forme, enfin, tu vois, quand tu as perdu de l'argent, ton cerveau, il rationalise, il te dit, bon, c'est de la merde. Tu vois, des fois, c'est plus rassurant. Et en effet, c'était de la merde. Ah ouais, tiens, j'ai un bon exemple aussi, tiens. Merci, Zach. La fin de Artefact. Horrible. Worst case scénario. Bah oui, bon, ok. Non, mais il y en a. Enfin, je nie pas le fait que c'était un écroulement incroyable qu'on est passé. Enfin, d'ailleurs, j'en parle. Tu sais, j'ai fait un épisode avec Mathieu Stéphanie il y a 2 semaines dans son podcast. Vous pouvez faire un épisode juste sur les Stoner Cats. Bah oui, Stoner Cats avec Mila Kunis et comment il s'appelle je sais plus, c'est son mari. Aston Kutcher. Mais tu sais que la série a existé, elle est sur Netflix, hein, de Stoner Cats. Ah bah tu vois. Avec Vitalik Buterin dans son propre rôle. Ouais, mais ils ont chip d'une certaine façon. Mais c'est vrai que ce truc du monde de la crypto qui soit encore moins, on va dire, open ou NFT que j'ai envie de dire l'art traditionnel, c'est hyper étonnant. Il y a une phrase que j'aimerais bien te citer du live de Wayne que j'avais vu, qu'il a dit peut-être sur le ton de l'humour, mais qui je trouve en long, puisque c'est concrètement, ils utilisent le même axe argumentatif que les normies utilisent pour critiquer les gens de la crypto. Il disait, je cite, moi je pensais que les NFT c'était un truc de loser puceau. Et j'étais genre, ok, c'est typiquement le genre de truc qu'on décrit, que n'importe quel normiste dirait pour décrire un loser puceau. C'est ce que je passe mon temps à leur dire. En effet, ils critiquent les gens de la crypto, notamment les gens de la DeFi sur Ethereum. En fait, déjà, eux-mêmes se plaignent, ils font de la DeFi sur Ethereum, ils se plaignent que les Bitcoin Maxi trouvent qu'Ethereum est de la merde. Les Bitcoin Maxi se plaignent parce que les normies trouvent que Bitcoin, c'est de la merde. Et en effet, nous, on est au bout de la chaîne des trucs de merde. Donc, c'est là. Ça veut dire que les gens d'Ethereum et de la DeFi trouvent que les NFT, c'est de la merde. Donc, voilà. Et nous, on est là pour dire, mais non, les gars, regardez, c'est trop bien, en fait. Non, mais... Et moi, je chie sur le RWA, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, tu vois. Alors ça, c'est un autre débat. Tu nous lances un débat. Ouais, non, je vais pas lancer ce débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Et Karmik, il a raison de dire que Vitalik et la Ethereum Foundation ne soutiennent pas les NFT. Et c'est vrai que, bon, ça, c'est... En fait, je pense, et moi, honnêtement, je suis en train de faire mon deuil un petit peu de ces gens-là, qui pour moi, en effet... il y en a un gros débat. Pas leur rôle, tant mieux. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'Ethereum, au final, une des choses intéressantes qui est sortie d'Ethereum pour moi, c'est les NFT. Donc, c'est vrai qu'à un moment, il pourrait se rendre compte que s'il y a eu un bull run justement sur Ethereum en 2021, c'est aussi grâce aux NFT. Et donc, moi, le premier HCC que j'avais fait, donc c'était à la Maison de la Mutualité là, à Paris, je pense que c'était 2021. Vitalik, il avait mis un point d'honneur à saluer la manière dont les NFT permettaient de démocratiser la crypto, etc. quoi. Bon, juste pour revenir, donc premier point, je disais, donc les gens de les crypto. À l'époque, ils soutenaient. Voilà. Non, mais les crypto-bros sont contre. En effet, numéro 2, ils n'ont jamais compris. Enfin, la plupart, c'est vrai. Mais en fait, si tu veux, tu as un vrai shift culturel. C'est un peu ce que dit Brian. Je pense que tu as un vrai shift culturel entre, on va dire, des adeptes de la techno-finance et des adeptes de la culture. Et je pense que le prisme culturel que nous, on voit, est pas si évident pour la plupart des gens qui sont sur des charts, quoi, tu vois, et qui sont... et qu'on fait du trading, tu vois, on est dans un autre univers, on est dans l'univers populaire, dans l'univers de la culture, dans l'univers, en effet, dans un univers qui est finalement très éloigné et qui peut-être a pas tant en commun. Donc et le troisième point, et c'est vrai aussi, c'est que vu que les NFT sont cramés, vrai, le mot NFT, le mot que tu n'as plus le droit de prononcer, le mot qui fait peur à tout le monde, le mot qui est associé aux arnaques, le mot qui est associé en effet à beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent, à beaucoup de célébrités qui ont fait n'importe quoi. Justement, ils veulent pas être, vu qu'eux-mêmes
on va dire, ont déjà un déficit de crédibilité sur les cryptos dans certains cas, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont peur déjà. Eux-mêmes ont peur d'être associés à des arnaqueurs. Eux-mêmes ont peur d'être associés à des scams. Et donc, ils se disent, ah bah vite, faut qu'on enlève cela déjà qu'on n'a pas l'air très sérieux. Au moins, il faut pas qu'on nous associe à cette image-là. Et ça, c'est un discours courant que tu as beaucoup, même dans les grandes, tu vas aller à la Solana Foundation ou tu vas aller, je sais pas, dans plein de grandes institutions de la finance. Aujourd'hui, on est passé dans un monde qui se veut sérieux, qui se veut institutionnalisé, qui se veut bancaire, qui se veut costard-cravate. Et donc, faut surtout pas montrer que tu as des trucs complètement qui sentent un peu le soufre, tu vois, parce que c'est le cas du mot NFT. Et donc, c'est beaucoup plus simple de dire, nous, on n'a rien à voir avec ça, plutôt que d'essayer de défendre quelque chose qui… Mais en vrai, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse, parce que combien il y a eu de scams, combien il y a eu de projets qui n'avaient qui n'avaient rien derrière, sauf de la pure spéculation et tout, dans le monde des crypto-monnaies, dans les altcoins, etc. En fait, c'est nous qui devrions nous prémunir en fait de ça. Mais alors moi ça c'est ma thèse de fin de game, c'est que dans 20 ans, parce que ça vaut combien il y a de crypto-monnaies aujourd'hui qui, tu vois, 99,9% des NFT ne valent plus rien, mais combien de toutes les crypto-monnaies qui ont existé, combien il y en a qui valent plus rien? Non, mais Rem, là où tu as raison, c'est que ma thèse à 20 ans, c'est que tu vas prendre le volume de tout ce qui a été créé et tu vas prendre le top de tout ce qui a été créé en termes de tokens. Et en effet, et tu vas prendre le pourcentage des projets qui existent encore dans 20 ans et tu vas te rendre compte que en fait, les NFT seront là. Et tu vois, même là, je vais te dire un truc con, en fait. Et c'est ça la force du système. On se moque de Cool Cat. Et là, on a des commentaires, c'est vrai, Cool Cat. Bon, nous, on a, Cool Cat, qui est un projet, qui est associé à un truc complètement bidon aujourd'hui. Et je serais le premier à jamais acheter de Cool Cat, personnellement. Mais, en fait, si tu veux, cette identité, ce côté nostalgique, la force du collectible, c'est qu'il meurt jamais. Oui. Eh ben oui. En fait, la force du collectible, c'est qu'il meurt jamais. Et en fait, tu vois, un marché comme le marché de la carte Pokémon, à sa manière, te montre aussi que la carte Pokémon, c'était un peu mort. Ça a été mort. Alors, la carte Pokémon, elle meurt tous les 5 ans, quoi. Et elle revient dans les cours d'école tous les 5 ans. Et moi, c'est déjà arrivé, même à l'échelle de mes gosses. Mes gosses ont collectionné des cartes Pokémon. Après, ils s'en foutaient de leurs albums. Et après, ils ont pleuré parce qu'ils les avaient jetés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des marchés, c'est des marchés donc, qui ne meurent jamais, quoi. Donc, ouais, vas-y, Brian. Si je peux donner un contre-argument au marché collectible sur le temps, c'est que un des facteurs de valeur, que ce soit pour la BD, les cartes Pokémon, etc., des collectibles sur le temps, c'est l'état de conservation. Et la problématique de l'état de conservation ne se pose pas vraiment dans la NFT, à part pour des wallets qui seraient perdus entre-temps, etc., machin. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas ce mécanisme-là de se dire, ceux qui ont été des collectionneurs aguerris, un peu minutieux, qui ont bien conservé leur truc, vont être récompensés dans le temps. Et NFT, on a moins ça, puisque c'est immuable. T'as raison. Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, c'est ce qui fait que ça sera pas la même chose. C'est ce qui fait qu'en effet, tu as une supply naturelle qui restera beaucoup plus importante parce que, évidemment, on conserve, enfin, tu n'as pas cette problématique de conservation dans son emballage, tu n'as pas tout le marché des grading, etc., que tu as sur les cartes, ou même d'ailleurs sur tous les collectibles. Tu vois, moi, je vois des gens qui ont conservé Zelda dans leur boîte d'origine sur la Nintendo. Moi, évidemment, ça fait longtemps que j'ai plus la boîte et que le jeu, je sais pas où il est et que voilà, quoi, tu vois. Donc, si tu veux. Mais t'as joué à Zelda. Hein? Mais j'ai joué à Zelda. J'ai joué à Zelda, exactement. Non, mais en tout cas, voilà. Donc, juste. Non, mais je te dis ça parce que les mecs qui ont gardé le jeu dans la boîte, eux, ils n'ont pas joué. Par définition, vu qu'ils l'ont gardé dans la boîte. En fait, ils en ont acheté un. Ils en ont acheté. Ils ont eu cette logique d'investisseur collectionneur, quoi. Ils en ont acheté un pour le conserver, quoi. Donc c'est quelque chose. Et en effet, on voit les exemples du voilà. Mais pour revenir au marché, donc je parlais du marché de l'art. On n'a même pas sorti les chiffres d'UBS. Donc quand même, UBS nous fait cette étude pour nous dire que le poids de l'art numérique auprès des gens riches, des high net worth.
Voilà. Je crois que c'est encore plus que ça, c'est ultra high net worth individual. C'est ceux qui dépensent plus de 100 000 euros par an dans le monde de l'art chaque année. Il n'y en a pas beaucoup, quelques milliers à peine. Ouais, donc dans les super high, donc ils ont fait une étude auprès des 3000 super high, des super high net worth value. Et en 2021, l'art numérique représentait 3% de leur portfolio. Aujourd'hui, ça représente 11% de leur portfolio. Donc, si tu veux, tu as quand même une dynamique dans le monde de l'art. On peut appeler ça un renouvellement de génération. Alors, évidemment, ce qu'on disait déjà, c'est que nos collectionneurs maintenant font partie de ces gens-là. Donc, en fait, tu peux inclure dans ces gens-là aujourd'hui des Adam Weissman, des One of Zero, One of, comment il s'appelle, voilà, One of Ten, je sais plus comment. Enfin, nos gros collectionneurs font partie de ces chiffres. Donc, ils vont grossir. C'est pas juste d'autres gens qui se sont convertis, mais maintenant, on fait partie de ce monde-là. Et donc, ce monde-là évolue vers l'art numérique et il y a un chiffre qui se fait. De la même manière, on disait ce chiffre des 51% que tu disais, Rem, que je me souviens plus ce qu'il vaut et qu'est-ce que ça veut dire. Tu peux nous le redire déjà, Rem? Que 51% de ces Net High Worth Collectors ont acheté une œuvre d'art digital courant 2025. Ouais. Alors après, les 2 dernières années avant ça. Voilà, en fait, il y avait une question sur la durée. Mais en fait, après, bon, c'est encore, enfin, pour moi, ça me semble logique. Et excusez-moi, j'arrive dans. Non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est toujours pareil, les données, il faut regarder un peu à quoi sont sourcées. Encore une fois, dans un monde qui est de plus en plus digital et enfin, pour moi, l'inverse serait anormal, quoi. Mais en fait, pour nous, voilà, c'est une évidence que l'art numérique est ce qu'il y a de plus, on va dire, intéressant, innovant, frais, dans l'air du temps, en termes de création artistique au XXIe siècle. Finalement, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est de l'art en réseau, c'est de l'art qui inclut du social, c'est de l'art qui inclut de l'AI, c'est de l'art qui inclut voilà, un peu de finance aussi pour certains, justement. Et en fait, c'est de l'art. J'avais assisté à une discussion à la Art Basel avec Snowfraud d'Artblocks aussi. Enfin, pour moi, voilà, Artblocks, oui, a amené quelque chose. Et quelque chose d'intéressant, d'historique dans le monde de l'art, avec un petit côté un peu gambling aussi à l'intérieur, mais qu'on retrouve justement dans l'ouverture de packs Pokémon, justement, qu'on retrouve, qui fait partie un peu de cette nouvelle manière de vivre l'art aussi, quoi. Ouais, c'est gamifier l'expérience d'achat. Avant, l'expérience d'achat se faisait en galerie, autour de champagne. Il y a aussi un cérémonial qui est autour de ça. Le cérémonial, il s'est juste numérisé, il a changé de rôle. Mais je voulais dire un truc sur Art Basel, puisque une des reproches qui a été fait, c'est que Art Basel, c'était très traditionnel et qu'on présentait finalement que des artistes qui étaient connus, comme Harold Cohen, Vera Molnar, etc., qui, malgré tout, la cote a grandement bénéficié du boom des NFT. Tu vois, Vera Molnar, avant les NFT, ça valait pas grand-chose, pour être très honnête. Aujourd'hui, ça vaut quand même pas mal. Mais de toute façon, je pense que tu prends tous les collectionneurs de Vera Molnar des 3 dernières années, je pense que la grande majorité, c'est des gens qui viennent de la crypto. C'est une certitude. Parce qu'il y avait une collection Artblocks avec Martin Grasser, je crois. Non. Absolument, puis elle a fait quelque chose avec Sotheby's aussi. Mais un des trucs que je voulais dire, c'était que quand tu prends le cas de William Mapan, par exemple, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, William Mapan, avec les prix auxquels il vend, c'est peut-être l'artiste français de moins de 40 ans, toute catégorie de médias confondus, qui vend le plus cher. J'ai réfléchissais avec Annelise, je me demandais quel autre artiste de moins de 40 ans vend des œuvres de ce format-là à 20-40 000 euros. Honnêtement, j'en connais pas. Et il y en a peut-être un ou deux, mais c'est même les top artistes français aujourd'hui. Mais évidemment, et j'ai envie de te dire... évidemment, c'est un mec qui n'a pas eu d'expo dans une grande galerie, qui n'est pas représenté par les médiums traditionnels. C'est quand même un tour de force exceptionnel, je trouve. Mais même à l'échelle du monde, quand tu compares, honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes dans le monde qui font autant d'argent que Beeple?
Non, bah, c'est difficile à dire de savoir combien d'argent ils font, mais il y a pas mal d'artistes qui ont une cote similaire, pas à cet âge-là en tout cas, ça c'est sûr. Il y en a très Bah, peu à cet maintenant. âge-là, parce que on parle des petits billets de 100 000, mais il en refourgue beaucoup des billets de 100 000 quand même. Ouais. Il en refourgue beaucoup. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, sans parler des cartes, etc., maintenant, tous ces trucs à côté. Euh, Enfin, en fait, quand tu regardes le monde, et encore une fois, enfin, on parlait, et puis on va parler, parce que là, on parle de l'art, et je pense qu'on est assez d'accord, malgré tout, même s'il y a des... je regarde, il y a un bon débat entre Zach et Teto aussi, à côté, là. Et ça, c'est le vrai débat de fond. Voilà. Tu vois, on a des bonnes discussions, et je Le pense que display, on va refaire. les œuvres. J'ai envie de vous inviter, Zach et Teto, à prolonger cette conversation avec nous dans un autre épisode, d'ailleurs. Et D'ailleurs, contre... non, Artemore, comment tu... Non, Rem. Viens, on focus. J'essaie de le focus, là, tu vois. Donc, non, on parle de l'art, et juste pour finir sur... voilà, un beau display. On parle de l'art. Non, mais t'inquiète, c'est un Samsung Frame, basiquement, et après, j'ai des petits Infinite Object, j'ai un petit réfrigérateur assez mignon que je voulais vous montrer, mais je vous montrerai plus. Bon, mais ça, on en parlera, parce qu'il y a des nouvelles solutions aussi, maintenant. Mais donc, l'art, ok. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur les CryptoPunks aussi, par exemple, enfin, cette année, tu as quand même la Node Foundation qui s'est créée. En fait, on crée nos institutions, malgré tout, en ce moment. Et donc, il y a des grosses réflexions sur... Enfin, il y a des grosses... Le sujet avance. Le CryptoPunk, ok, en effet, il vaut beaucoup moins que son top du top. Mais malgré tout, tu as des trades à plusieurs millions qui se font encore pratiquement j'ai envie de dire, tous les mois. Donc, et tu vois bien qu'en plus, tu as un sort de prix. Enfin, dès qu'il frôle les 50 000 $ en plus bas, tu as une ruée vers le CryptoPunk qui fait que tu as toujours des gens qui sont prêts à en racheter à ce prix-là, quoi, tu vois. Donc, dans le monde de l'art, j'en parlais avec, je sais plus qui, j'en parlais. En fait, il a trouvé son prix, quoi, en fait. Donc, il a trouvé son prix et il a trouvé sa cote, en quelque sorte. Donc, en effet, il y a eu des moments, et encore une fois, je suis pas là pour nier la fièvre de 2021 qui était complètement irréelle, qui était complètement n'importe quoi, qui a une accumulation de facteurs, en effet, avec des barrières à l'entrée très faibles, où n'importe qui, avec n'importe quelle idée et aucune compétence, pouvait lancer n'importe quoi et gagner des millions. Ça, il n'y a aucun souci, c'était irréel. Mais voilà, dire que c'est mort, c'est c'est tout jeter sans regarder ce qui se passe vraiment pour moi. Maintenant, donc là, on a parlé de l'art, et c'est une chose. À côté de ça, il y a un sujet, et là, c'est une vraie question, c'est celui des PFP. Parce que voilà, malgré tout, le symbole des NFT, en effet, c'est le Bored Ape. Dans le monde machin, c'est les singes, les gens qui achètent des singes, etc. Et donc, dans le monde des PFP, en effet, la plupart des collections dites iconiques de l'époque, justement, les Bored Ape, les Cool Cat, je sais pas, les Azuki et compagnie, Doodles, elles ont tous, enfin déjà, honnêtement, les 3/4 sont complètement, j'ai envie de dire, mortes et enterrées. Mécaverse. La grande majorité sont mortes et enterrées. Enfin, là, c'est sûr et certain. Bah, franchement, John, pour avoir, tu sais, comme l'année dernière, je manageais le portfolio de la Les DAO de Chubbies. Moi, il y avait quand même 1300 NFT dedans de 80 collections différentes. Attends, tu disais quoi? Oui, la collection NFT de Sandbox. De la DAO de Sandbox que je gérais avec Joséphine Louis et Kim Depart l'année dernière. 1300 NFT, plus de 150 collections différentes de mémoire. Je me suis dit, il y a une bonne partie qui est complètement illiquide.
Alors, certes, quand tu prenais le coût d'achat, on prenait des sacrées moins-values, mais en réalité, ça se vendait encore. Même des trucs à 3 balles, et des gens les achetaient, et tu te demandais pourquoi. Et il y a quand même pas mal de trucs comme ça où finalement, je me disais, c'est pas si mal que ça. Même les coups de 4, c'est marrant qu'on en parle avant, parce que je me rappelle très bien que le mine des coups de 4, c'était la veille que je te rencontre à ton événement, le premier événement que tu avais fait à Paris, John. C'était juste avant, j'étais à Rotterdam, j'avais minté. Le Euh, meet-up. Et Putain, bah, c'était force de la belle époque, constater ça. que je suis toujours en positif vis-à-vis de mon prix de mint il y a 5 ans, hein. Même si ça s'est effondré de 99%, en fait, on se rend pas compte que ça avait augmenté de 10 millions de pourcents, quoi. En fait, c'est ça aussi le problème qu'on a par rapport à ça. On se rappelle du top, mais et les punks, c'est pareil. Les punks, c'était gratos. Même en 2021, c'était encore que 2-3 Ethers maximum. Tout début 2021, avant qu'il y ait People qui arrive. Donc en vrai, il faut mettre les choses en perspective par rapport à ça. Et je te dis, sur le truc de Sandbox, on a vendu plus de 800 NFT. Le prix moyen, je crois que c'était 10 dollars des ventes qu'on avait. Et en fait, même des trucs à 10 dollars, ça part. Donc, c'est quand même fou de se dire qu'il y a quand même une liquidité, puisque dans le monde de l'art, quand un truc vaut moins de 10 balles, généralement, ça vaut vraiment zéro. C'est-à-dire que c'est illiquide. Mais le marché NFT, même sur des petits prix, il y a une forme de liquidité qui existe encore sur les projets PFP en réalité. Ce qui est peut-être encore plus vrai que pour les projets artistiques, où là, il y a peut-être moins de demandes et c'est moins liquide que des PFP, tu vois. Donc, il y a Oui. deux poids, deux mesures par rapport à ça. Mais alors, Ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore des projets PFP style 2021 qui sortent encore. Mince, on vient de sonner. Mais par contre, j'ai l'impression que les projets PFP se sont transformés et ont plus de... Bon, désolé, Je vais je te dire, finirai pas ma phrase. c'est un truc que les projets PFP ont fait, c'est populariser le concept d'œuvre unique en série, de One of One of X, qu'on essaye un peu dans l'expo de reproduire sur le physique. Puisque ça, en soi, dans le monde des collectibles, c'est très différent. Puisque historiquement, si tu voulais un truc unique dans les collectibles, il fallait faire custom. Donc c'était un côté artisanat handmade. Mais le fait d'avoir des œuvres uniques en série, et donc un certain niveau de rareté pour certains, etc., issus de la même matrice, c'est ça un peu l'innovation, je trouve, qui reste aujourd'hui très pertinente. bah, qui reste complètement pertinente et qui fait en effet, et donc pour parler des PFP, bizarrement, il y a quand même encore beaucoup de monde qui colle avec ces communautés. Tu vois, on se moque un peu des apes. On aime bien se moquer des apes. C'est vrai que c'est un truc, on a toujours été un petit peu... on a toujours été un peu bon, les apes. Ça nous fait, voilà, les apes, c'est pas aussi bien. On a toujours eu un petit jugement de valeur sur les apes, quoi, tu vois. Bah déjà, parce qu'on on les a pas achetés quand c'est sorti à 0. Moi, j'en ai eu. Moi, j'ai vendu. Tu les as pas mintés. Tu n'as pas minté tes apes. Moi, j'ai acheté. Ah oui, c'est pour ça, on avait les boules. J'ai acheté un ape à Moi, 3 j'étais devant mon écran le jour où c'est sorti et finalement, je me suis dit, c'est de la merde. Donc, Mais en fait, oui, mais d'un autre côté, si tu te dis c'est de la merde, c'est parce qu'au fond, tu pensais que c'était de la merde. Donc, tu vois, c'est logique, quoi, tu vois. Et en effet, voilà, moi, pareil, moi, j'ai acheté 3, je l'ai vendu 20, il est monté à 60. Bon, j'ai jamais cru. En fait, moi, j'ai jamais cru au ape, si tu veux. Enfin, ça a jamais collé avec mon identité, quoi, tu vois. Mais en fait, ça reste une communauté forte. Ça reste une communauté développée. Là, tu vois, tu regardes sur Twitter en ce moment, tu as l'annonce de la Ape Fest qui va sûrement avoir lieu d'ailleurs chez Beeple, à Charleston, cette année. Les gens sont comme des fous. Tu as un truc, tu vois, dès que tu as un tweet, dès que tu as un mouvement, dès que tu as... là, tu as eu l'annonce du nouveau CEO, là, il y a 2 mois, Fidjay, qui a rejoint Yuga. En fait, ils continuent leur business. Ils vont ouvrir leur club à Miami. Ils vont... en fait, les projets, si tu veux, le projet est loin d'être mort, en fait. Hein, même si, moi, personnellement, c'est sûr que c'est pas le truc qui m'excite vraiment. Teto, j'adore. Teto, il est en mode troll, là, ce truc qui se souvient de Ape Shane. Le rug. Oui, alors non, mais ils ont fait des erreurs dans tous les sens. Et même, je sais pas trop... Enfin bon, ils continuent à fond The Other Side, qui est leur métaverse. Oui, c'est dur à défendre aujourd'hui, quoi, tu vois. Mais bon, ils mettent des ressources, ils gèrent une boîte. Honnêtement, je connais pas beaucoup. Honnêtement, je vais te dire un truc très simple. Je crois 1000 fois plus à Bored Ape qu'à 95% des protocoles crypto qui existent sur la planète.
Enfin, tu vois, même si, et pourtant, je crois pas énormément. Enfin, je suis pas un grand fan de Bored Ape, mais malgré tout, je pense qu'ils ont plus de chances d'arriver quelque part que la plupart de ces protocoles crypto, quoi, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que, attends, on a plein de questions. Est-ce que vous croyez vraiment que ce concept de communauté, c'est pas simplement un groupe d'individus qui ne pensent qu'à leur bague? Si, un petit peu, ouais. Mais en fait, oui et non. Non, mais oui et non, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on est tous un peu des consommateurs et malgré tout, tu choisis ton bag. Tu vois, moi, par exemple, là, en ce moment, c'est vrai que je suis beaucoup dans cette communauté des normies. En fait, ça touche des gens quand même. Tu vois les profils qui sont dans cette communauté, ils sont intéressants. Ils sont stimulés intellectuellement, ils sont stimulés par la techno, ils sont stimulés par le pixel. Enfin, tu vois, tu achètes quand même quelque chose qui te touche, quoi. Et donc, tu as ce même phénomène que tu as avec les marques. En effet, c'est comme si tu pouvais acheter une marque et avoir potentiellement un intéressement sur le succès de cette marque. Mais au final, c'est l'air du temps. Enfin, je vais te dire, je reste persuadé que ce truc qu'on a touché du doigt en fait avec le NFT, de dire tu crois dans une identité visuelle, tu crois dans un projet, tu crois dans une marque, tu es fidèle, tu es attaché, tu fais partie des premiers. Enfin, on l'a tous vécu, ce truc de se dire putain, je suis client dans cette boîte depuis 10 ans, ils font rien de spécial pour moi, tu vois. Et ouais, en fait, tu vois, moi j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait c'est intéressant pour le client et le consommateur d'avoir effectivement des avantages, etc. Mais en fait, la marque, elle en a rien à foutre, pour être tout à fait sincère. Non, mais la marque, oui, mais les nouvelles marques, moins. Ouais, et c'est les débats que tu as d'ailleurs aujourd'hui, même sur Azuki. En fait. J'ai assisté au débat de la communauté Azuki qui a lancé son TCG, qui va essayer d'avoir un truc un peu successful. Et donc, tu as toujours la communauté qui dit oui, mais attends, est-ce que tu n'oublies pas les holders? Comment tu rewards les holders? Bon, ça te crée un lien, une filiation, si tu veux, dans cette nouvelle culture. Mais encore une fois, honnêtement, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui vont s'écrouler, que c'est pas, enfin, je suis pas du tout un évangile des communautés PFP, mais je pense que parmi celles qui existent aujourd'hui, certaines vont continuer de faire des choses, tu vois, et que, en fait, je reprends souvent l'exemple du Nasdaq pour ces projets-là. Tu regardes vraiment, regarde la courbe. Je vais essayer de vous retrouver la courbe du Nasdaq. Du Nasdaq avant la bulle Internet. En fait, le Nasdaq, donc l'indice des boîtes crypto, voilà, des valeurs tech, pardon, excuse-moi. Eh bien, il a atteint, je vais te dire un truc très simple, je suis en train de regarder les chiffres max sur le Nasdaq Composite. Donc, en fait, la bulle Internet, tu vois, le top de la bulle Internet du Nasdaq, il est à 5000. Il est à 5000, ok? Le 3 mars 2000, ok? Aujourd'hui, le Nasdaq, on ne se pose pas la question, tu vois, je prends le Nasdaq aujourd'hui, il est à 23 000. Donc, il est plus de 4 fois plus important. Il n'y a pas de question sur la valeur du Nasdaq et sur le fait qu'il fait x4 par rapport au top. Par contre, combien de temps a mis le Nasdaq pour retrouver son top du 3 mars 2000? À ton avis, Rem? Hein? 20 ans, j'aurais dit. C'est le juste prix. Le juste prix. 20 ans. Moi, je dis 2022. Eh bien, c'est un peu moins, mais c'est quand même beaucoup. 15. En fait, c'est 2015. Donc 15 Bravo, ans. Brian, tu as gagné le panier garni. Non, mais en fait, donc, tu vois, en fait, tu n'avais pas la question fondamentale sur est-ce que Internet, c'est bien ou c'est pas bien. Au départ, honnêtement, tu avais les mêmes discussions. Quand ça s'était écroulé, non, mais Internet, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est de la spéculation. Et en effet, tu as des mecs qui te vendaient des concepts de je vais regarder la télé sur Internet, et Netflix est arrivé 15 ans après. Tu vois, tu as gagné un CryptoPunk offert. Non, parce que à un moment donné, non, mais c'est très marrant parce qu'à un moment donné, le commentaire de Teto, parce que comme je ne pouvais pas me payer des CryptoPunks, j'ai acheté plein de trucs dérivés de CryptoPunk, mais ça me faisait rire, quoi. Donc j'ai une tonne de crypto bro.
Donc, je peux t'offrir un crypto truc. Si tu veux. Un crypto-machin. Avec plaisir. Un crypto-machin offert par Rémi. Qui, pour le coup, traite même pas à 10 balles, à mon avis. Ah, putain, bah, j'en ai un. Il y en a que non, j'adore. Hein. Je pense que ça fait partie de l'histoire aussi, toutes ces collections. Tu vois, bah, on voit un punkisme. Moi, j'adore punkisme. Je trouve ça assez classe, en fait. J'aimerais bien vous le montrer. J'ai un zombie punkisme qui vaut exactement. J'ai des offres à 0,0012. Putain, mais Rem, moi, je suis en train d'essayer de développer un argumentaire. Et toi, t'es là pour me niquer mon argumentaire, quoi. Tu vois? T'es là. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas tout entendu, mais. Rem, il veut juste. On va faire un épisode de la collection de Rem. Ça N'empêche, c'est un concept. On devrait faire des épisodes, montrer vos plus vieilles bananes, quoi, tu vois. Parce qu'on en a quand même pas mal. Non, mais la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, t'es peut-être TDA, tu vois. Et j'y avais jamais pensé, mais en fait, c'est possible. Je ne sais pas si t'es TDA, mais en effet, sur les épisodes, tu donnes cette impression, ouais, tu vois. Tu vois, j'ai fait tant bien que mal de suivre une ligne directrice. Et toi, tu as envie de parler de choses qui te passent par la tête. Quoi. Et... Non, mais moi tu sais ce que j'ai envie de dire, moi. Je peux finir sur le Nasdaq. Ça fait une heure. Non, mais ah oui. C'est parti. C'est ce que j'ai envie de dire, moi. T'es encore sur le Nasdaq? Moi, je croyais que ça s'arrêtait. Moi, je croyais que ça s'arrêtait à l'année. Bon, ok, 2015. Bon, ok, bah, bravo. Il y avait un truc après 2015. Vas-y, Rêve, je te le dis. Qu'est-ce que tu avais en tête? Non, mais vas-y, non, mais finis sur le Nasdaq, je pense. Non, bah, c'est bon, vas-y. Non, mais là, tu as des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'auditeurs qui veulent savoir la suite. Alors, qu'est-ce qui te passe par la tête, Rem? Non, tu sais, moi, ce que je pense, c'est que, tu vois, j'avais en tête, là, ouvriers du monde entier, unissez-vous. Moi, j'ai envie de dire crypto guys du monde entier. Que vous soyez des traders de crypto, des mecs des NFT, des gens qui ne font que juste collectionner de l'art digital, mais qui ne savent même pas qu'il y a des NFT derrière. Acheteurs de tickets de la FIFA, unissons-nous. Merci, Rem. Bon, c'était... Je sais pas si on va commencer, si on va vraiment convaincre des gens aujourd'hui. Mais bon. Moi, je pense que Asher, quand il va voir notre réponse, il va bien se foutre de notre gueule. Oh putain, il mon vernissage, donc on verra bien. Oh putain, je suis en train de passer à côté de quelque chose là. Je pense lui, il s'en fout. Je pense qu'il y a des mecs qui vont lui dire hé, Asher, regarde, ils ont voulu faire une réponse à ta vidéo. Ils ont essayé de répondre, mais en fait, t'as raison, Asher. Putain, franchement, je mise pas un rond sur tes tocards, moi. Tu vois, bon. Non, mais voilà. Donc, simplement j'aimerais bien qu'on arrive un peu à une forme de conclusion quand même sur ce. Oui, essayons de construire quelque chose. Donc, en effet, Asher, tu as raison. En effet, les chiffres sont bons. En effet, la plupart des gens sont partis. En effet, plein de collections sont tombées à zéro. En effet, des pièces qui s'achetaient très cher se valent moins cher, voire 5 fois moins, 10 fois moins, 20 fois moins en fonction. Les plus successful, en effet, se vendent 3 fois moins. Donc, il y a quand même un effet de crise, quoi qu'il arrive. Mais comme tout type d'asset, je pense qu'on est simplement... il y a plusieurs choses. Un, l'art numérique est là. Et ça, c'est un présent qui existe, même si ça va passer par des hauts et des bas, même s'il y a plein de questionnements, même si c'est pas la fête non plus. Ça fait partie du présent. Je parle pas de la techno sur lequel on est d'accord. Deux, sur tout le reste, on est en effet comme la bulle Internet ou même comme Bitcoin à un moment T, à un moment où tu doutes et où tu penses que que plus rien ne vaut plus rien. Et en fait, tout le monde aura
des surprises ou des satisfactions dans 3-4 ans pour se rendre compte que certaines collections auront émergé et deviendront aujourd'hui peut-être des choses qui vont rester pour les 20 prochaines années. Donc, moi, voilà, c'est mon point de vue. Tu sais ce que j'ai envie de lui dire? Non, mais c'est pas parce que les chiffres... Ouais. Moi, j'ai envie de lui dire, viens au NFT Morning. Viens, on te fait découvrir des artistes, des projets. Déjà peut-être que je pense que c'est quoi les 20 000 gars qui restent dans les NFT, c'est le seul côté fun en fait du monde de la crypto. Donc viens à NFC, viens et tu verras qu'en fait c'est juste sympa quoi. Mais oui, non mais c'est sympa. Mais en effet, c'est un chiffre qui est différent parce que le monde de la crypto, c'est un monde de finance. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, c'est pas c'est sympa qui fait venir les gens. C'est est-ce que tu vas gagner du pognon. Et donc, je pense que c'est le truc de... Le monde des cryptos, c'est la finance. Le monde des NFT, c'est de la culture. Nous, on croit que c'est de la culture, en tout cas. Et voilà, mais ça fait toute la différence. Mais je pense qu'en effet, que c'est des univers... Moi, je suis assez sceptique sur le fait que ça va se rapprocher. Et pour le coup, je pense que la pente qui est en train d'être prise, le shift, la séparation va continuer de s'accentuer. Et peut-être que c'est tant mieux. Parce qu'honnêtement, le monde de crypto, je le trouve merdique personnellement. Et enfin, moi, il ne m'intéresse plus du tout. Tu vois, je trouve que c'est... Mais t'as pas tort, John. Enfin, tu sais, la plupart des gens, on n'a rien à foutre de l'art contemporain. C'est-à-dire que quand je dis, nous, à Basel, on se dit, c'est la plus grande foire d'art contemporain au monde. Pour nous, c'est un truc incontournable. Quand je disais à mes potes, je vais en Suisse, ils me disaient, qu'est-ce que tu vas foutre en Suisse? Tu vas pour l'été, putain. Et la plupart des gens s'en foutent, en fait. Et honnêtement, ce monde de la crypto qui est devenu un monde qui essaye lui-même de devenir un monde post-bancaire. Honnêtement, moi, je suis pas allé dans la crypto pour porter des costards et aller parler et aller essayer de parler à des banques comme je le faisais dans mon ancienne boîte, quoi. Donc, voilà. Donc, franchement, ok, fine. C'est un nouveau, t'as une nouvelle fintech. 95% de ce qui est créé d'ailleurs, c'est de la daube. Honnêtement, en fait, je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point le monde de la crypto sont juste des surfeurs de narratifs, quoi. Tu vois, ça veut dire, ils sont, à un moment, le seul problème qu'il y a dans les NFT, c'est que les gens de la crypto s'y sont intéressés à un moment. Même de tous ces trucs, ça veut dire, ils sont passés d'un narratif des ICO au narratif des NFT, au narratif des meme coins, au narratif du RWA, au narratif du stablecoin. Nous, on a quelque chose qu'on trouve qui a plus de valeur que tout ça, qui est plus qu'un narratif. Et donc voilà, moi je pense qu'on peut les laisser parler de leur narratif du moment jusqu'à qu'ils passent au prochain narratif. Mais personnellement, moi je pense que dans 20 ans, la plupart des gens avec qui on parle, la plupart des projets qu'on côtoie, la plupart des artistes qu'on a, seront plus présents, seront plus existants que tous ces putains de protocoles, solutions de paiement, stablecoin, pseudo-techno qui apportent pas tant de valeur que ça. Et encore une fois, tous les gens qui possèdent des tokens, même des tokens de tous ces layers 2, de tous ces layers 3, de tous ces layers 1, honnêtement, pour moi, ils sont beaucoup plus dans le faux que nous. Mais si on parle d'onboarding institutionnel, d'onboarding de populations qui sont éloignées de la crypto, je trouve qu'aujourd'hui, les NFT restent encore le phénomène qui a onboardé le plus de profils créatifs, ou du moins le plus de profils, on va dire, qui n'étaient pas les plus à même à rentrer dans le monde de la crypto comme les artistes, et des trucs comme les institutions muséales qui remontent quand même à des niveaux de gouvernement qui sont importants. Je veux dire, le travail qui est fait en souterrain par la commu NFT, par la commu art digital pour la valorisation du monde de la crypto, je trouve est exceptionnel. Et ça, il faut le reconnaître. Mais en fait, oui. Et alors après, c'est une vraie question, mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que finalement, la crypto, c'est que de la pseudo-finance ou est-ce que c'est plus? Et pour ceux qui pensent que c'est plus, on est là. Pour ceux qui pensent que c'est de la pseudo-finance, et ce qui est possible aussi, parce qu'il y a quand même t'as un peu, avec la mort des NFT, t'as quand même aussi la mort du Web3, on va dire, de tout le fait que justement, quand on a utilisé le mot Web3, c'était pour définir justement tous les phénomènes, tout un type d'écosystème justement de start-up non crypto qui se créent en se basant sur la technologie blockchain, que ce soit dans le monde de la culture, du jeu vidéo, des réseaux sociaux, de tout ce que tu veux. Et en effet, là, on est à un moment, mais après, c'est aussi le truc. Je pense qu'Asher est là pour donner une vision du moment. Et le moment est down sur le Web3, le moment est fort sur les institutions, sur la crypto.
Enfin, sur la crypto, bon, voilà. Et donc, si tu veux, au prochain bull run ou au celui d'après, quand tu vas avoir une autre vague de crypto culturelle, parce que pour moi, elle va arriver, eh bien, on sera à nouveau dans le moment où, en fait, c'est la fin. Donc, c'est juste une question de moment. Mais, du coup, parce que là, on a parlé pendant 1 heure et on n'a pas parlé voilà, ce qui nous passionne, c'est d'art. Et donc, Brian, on rappelle cette expo qui a lieu à Artverse Paris. Ah, je croyais que tu allais faire enfin, tu allais continuer l'épisode sur l'expo. Sur quoi? Non, mais l'épisode, il est fini là. Non, mais attends, je veux juste rapidement rappeler quand même qu'on a l'expo d'Artverse. Et moi, je veux juste en savoir un tout petit peu plus, parce que bon, Polygone 1993, on fera un autre épisode, on va rentrer, mais juste avoir les infos clés. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir collectionner? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, de toute façon, le but de l'expo est un peu essayer de résoudre le débat qu'on a eu pendant cette heure-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les gens de différents secteurs s'intéressent à l'art. Aujourd'hui, il y a aussi peu de collectionneurs TCG qui achètent de l'art que de gens de la crypto qui achètent de l'art, que des gens qui ne sont pas du tout intéressés, etc. Et Owen, qui est un mec qui réfléchit souvent de manière très rationnelle et gestion de risque, l'art, c'est un investissement risqué, surtout sur les artistes vivants. Mais il y a une histoire de conviction. Et moi, la conviction que j'ai avec cette exposition, c'est que Internet permet de croiser les cultures, que Internet a permis, notamment, tu vois, l'esthétique de Polygone est très japonisante, mais en même temps singulièrement française. C'est le thème de l'exposition un petit peu, c'est comment est-ce que nous, notre génération, Club Dorothée, etc., ont une vision du monde du Japon différente du reste du monde. Et donc, avec cette expo, on essaye de ramener les gens de la Japan Expo, qui va se dérouler en même temps que l'expo. On va avoir des événements en rapport avec la Japan Expo. Les gens du monde du TCG spécifiquement, avec des événements autour du TCG. Les gens du monde de l'art traditionnel, avec des grands formats, bien chiadés, bien faits, sur des supports qui n'ont jamais été vus avant. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est que on n'a pas des œuvres qui sont imprimées sur papier enamel. Tu vois, c'est pas du fine, ce qui est très bien, c'est du fine art print. Ok, on a vraiment des œuvres qui ne sont productibles que par des mecs comme Polygone en 1993. C'est des impressions UV multitexturées qui sont des techniques d'habitude plutôt associées justement au monde de la voiture ou alors au monde des TCG, des cartes, etc. Donc les œuvres qu'on va avoir, tu vas avoir des grands formats en impression texturée multilayer, c'est-à-dire c'est des couches d'encre superposées qui donnent une impression de texture avec un cadre augmenté, etc. Tout ça. Des œuvres sur plexiglas en impression UV. On va avoir aussi des installations de médias avec des objets. Tu vois, ça, par exemple, c'est ça. On se rend pas compte, ça, c'est sur de la toile. C'est-à-dire que ce n'est pas du papier ou quoi que ce soit, c'est du print sur aluminium. C'est vraiment de la toile sur lequel on a mis des couches et des couches et des couches d'encre. Et la spécificité, c'est qu'on peut imprimer des valeurs RGB. Ça veut dire que le but, c'était d'avoir des œuvres physiques qui se rapproche le plus possible du rendu numérique. Ça a toujours été un gros problème, ne serait-ce qu'un écran à un autre, qu'un numérique change de couleur, de machin et tout. Là, on essaie d'avoir un rendu qui est le plus fidèle possible au rendu numérique. Oh putain, et qui prend tous les codes. Faut pas que je vienne. Je vais encore casser la tirelire, là, c'est pas possible. Alors, il faut savoir qu'on a des choses... À mon avis, celle-là, faut casquer, celle-là. Ouais, alors, les grands formats commencent à partir de 10 000 euros. Ça, je vous l'annonce direct. Par contre, on a des œuvres qui commencent, les œuvres à proprement parler, que je dirais œuvres si j'exclus la partie de TCG où on a des choses à 10 euros, 100 euros, etc. Les œuvres de la série Koi no Yokan, eux, sont autour des 1200 euros. Donc là, tu as une impression sur plexiglas dans un cadre acrylique, très joli, etc., qui sont aussi une série de One One of It, c'est-à-dire que chaque visuel est unique, font partie de la même série, il n'y en aura pas d'autres après. Et donc, on a quand même un niveau de prix assez large. Ça va, on a une série à 1200 euros, une à autour des 5-6 000 euros, une autre autour de 10 000 euros. Et après, pour les œuvres les plus monumentales, j'ai envie de dire, qui sont pas faites pour tout le monde, ne serait-ce qu'au vu de la taille, et on va jusqu'à 20 000 euros pour la collaboration spéciale exceptionnelle qu'a Polygone avec un artiste japonais, qu'on annoncera en temps voulu. Je sais qui c'est. Ça y est, je sais qui c'est. Putain, ça y est. Ne spoil pas alors, mais en tout cas, on est assez. C'est un truc qui nous montre que d'un côté, on peut importer les artistes japonais en France, on peut importer des artistes qui sont plus peut-être habitués au monde des conventions dans le monde de l'art contemporain,
On peut essayer d'onboarder les gens de la crypto. Moi, je te dis, je vais inviter Owen à mon vernissage. Est-ce qu'il pourra venir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ne serait-ce que voir, tu sais, Polygon, c'est un mec qui est pas mal collectionné par des streamers, des youtubeurs aussi. Donc, ces mondes-là se croisent et tous ces gens-là sont encore assez éloignés du monde de l'art contemporain. Et le but de l'expo, c'est vraiment ramener toute cette intersectionnalité que la culture peut apporter et essayer de faire voilà, des activations dédiées à chaque communauté tout au long du mois de juillet. J'adore. Voilà. Mais en tout cas, la date à retenir si vous voulez venir au vernissage, c'est le 4 juillet, entre 18h et minuit. On va avoir voilà, le vrai vernissage public avec des performances musicales, avec la présentation des œuvres, etc. Et ça, vous pouvez vous inscrire sur le Luma, qui est disponible, qui est déjà en vedette événement de Paris d'ailleurs, qui marche vraiment pas mal en termes d'inscription. Donc voilà, on espère vraiment que ça va être l'expo la plus visitée de Hardverse et on commence déjà à avoir des pistes pour de la presse traditionnelle aussi. Donc on est vraiment très enthousiaste là-dessus. On est en plein dans le dur de l'organisation de l'expo, mais voilà, franchement, on a un catalogue de prêt, on a les trucs de presse de prêt, on fait tout dans on va dire, comme il faudrait le faire dans l'art traditionnel. Et on essaye de pas se limiter à ce monde-là et de parler à d'autres personnes, puisque c'est un peu l'ironie, je finis là-dessus, c'est un peu l'ironie qu'il y avait avec Arthur Polygon 1993, c'est que c'est un artiste français qui est super successful au Japon, en Corée, etc., mais qui n'avait jamais eu jusqu'ici d'exposition solo en France. C'est la première qu'il fait, alors qu'il en a eu quasiment une dizaine à l'étranger. Et ça, c'est assez symptomatique du monde de la culture française. Si tu regardes la programmation muséale de cet été, il n'y a pas un seul artiste français qui a une monographie dans un musée national cet été. Il y a Calder à LVMH et une Suédoise au Grand Palais. Enfin, tu regardes, il n'y a pas un seul artiste français. Il y a vraiment un problème en France sur le soutien, on va dire, des artistes locaux, même ceux qui réussissent à l'étranger. Et le but, c'est de dire aussi, voilà, un artiste comme Polygon devrait réussir dans son pays natal, devrait être reconnu, au moins tout autant, si ce n'est plus, qu'au Japon, en Corée ou dans des pays qui sont à l'autre bout du monde. Et donc, c'est vraiment la volonté qui est derrière. C'était pour moi, je voulais que Polygon 1993 ait son premier solo show en France et débute comme ça une forme de reconnaissance, au moins dans son pays natal. Et voilà, c'est ça le but, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut ramener à César ce qui est à César et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces différentes communautés se parlent, se retrouvent autour d'une même chose. Ça part aussi d'un bouquin de Nicolas Boyu qui s'appelle L'esthétique relationnelle. Pour moi, les lieux d'exposition, c'est un lieu de rencontre, un tiers-lieu entre ton lieu de travail et ton lieu de résidence, où les gens peuvent échanger, peuvent vivre, peuvent avoir des expériences différentes. Donc, on va faire des ateliers, etc. Mais c'est l'objectif, c'est se faire rencontrer des gens. Moi, j'ai envie qu'il y ait autant de streamers qui viennent, que des collectionneurs TCG, que des mecs du monde de la crypto, que des gens du monde de l'art traditionnel, et que tout ce beau monde soit dans une même salle et puisse discuter enfin. C'est intéressant. Bah, en fait, ouais, bah, moi, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec NFC, d'avoir un peu ce mélange justement des univers. Et je pense que c'est notre réponse d'ailleurs. Hein. On est tous dans ce truc de faire venir les uns. Enfin, à la fin de l'histoire, on veut vendre nos bagues. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Je crois que c'est Teto qui a écrit ça. Mais en fait, c'est comment t'onboardes des gens, quoi, tu vois. Et en effet, tu as plein de similarités. Enfin, moi, je pense que le lien, de toute façon, on le voit. Hein, d'ailleurs, Beeple, d'ailleurs, qui sort ses cartes aussi. Enfin, il y a Brian Brickman qui a sorti sa collection aussi. Le format carte est très très proche du format collectible. Du format collectible numérique qu'on a l'habitude d'acheter. Et moi, je pense que ça va être exceptionnel. Et je pense que c'est transgénérationnel, c'est origine, plein de trans-space, trans-background. Et j'ai hâte de voir. Ça va être du lourd pour la fête nationale. Regardez, il y a plein de commentaires très enthousiastes, en tout cas. Ça donne trop envie, hein, franchement. Carmi qui dit que ce serait top du cosplay. Cosplay. Il a aussi demandé si on pouvait minter des NFT sur place. Je trouvais que c'était une bonne question. Est-ce qu'on... T'es revenu en mute, Brian. Il y a des œuvres de Polygon qui vont être présentées, qui existent sur format NFT. Mais aujourd'hui, chez Hardverse, ça reste encore compliqué de vendre des NFT à proprement parler. Cette exposition se focus pas là-dessus. Et c'est aussi peut-être un parti pris de se dire... Voilà, non pas qu'on a honte de ça, parce qu'au contraire, c'est un truc que je présente dans les textes curatoriales, que je parle dans le communiqué de presse. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, présenter des NFT dans des espaces physiques, est-ce que c'est forcément la façon dont il faut faire les choses? On a nos petites idées, on va essayer de faire un truc par rapport à ça. On accepte la crypto, évidemment, pour toutes les œuvres.
Mais après, le sujet NFT en est un autre. Il y a une collection que Polygon va sortir bientôt qui s'appelle Coin Yokan qui porte le même nom que l'exposition. Ok. Mais comme la galerie ne participe pas, ni moi d'ailleurs, à la production de cette série, elle n'est pas comptée, on va dire, dans les œuvres à vendre par la galerie, mais qui vont être vendues en parallèle. Donc voilà, ça montre aussi qu'on peut à la fois vendre des œuvres de galerie, avoir une série du même nom, trouver des synergies. Donc pour ceux qui veulent juste du NFT, il y en aura du Polygon bientôt à acheter. Et il y en a d'ailleurs qui sont encore listés un peu sur SuperArt. J'ai droppé un bid hier sur un 101 de Polygon, justement. C'est la collaboration avec OpenIA. À voir si je pense pas avoir été hot bid, mais on va voir ça. Je pense que ça devrait être passé aujourd'hui. Et voilà, il y en aura pour tout le monde, franchement, que ce soit des fans du collectibles, des NFT, de la crypto, de l'art traditionnel. Il y aura à boire et à manger pour tout le monde, c'est l'objectif. Et il y a un catalogue, quelque chose? Absolument, il y a un catalogue qui est envoyé sur demande. Quoi? Il y a un catalogue que j'envoie sur demande, absolument. Attends, Rêve, tu disais quoi? Non, j'ai dit qu'il avait dit précédemment qu'il y avait un catalogue et qu'il voilà. Je disais que toi aussi, tu es un peu TDA, quoi. Oui, non, mais je le suis un peu moi aussi d'ailleurs, c'est vrai. Donc, je pense qu'on est deux. Non, bah, je peux juste dire un truc, parce que je pense que c'est une bonne conclusion aussi. Sans vouloir relancer un débat. Hein. Je reviens sur cette histoire de. À la fin, ce qu'on veut, c'est vendre nos bagues. Ben oui, effectivement, moi, je rêve de vendre mes bagues de trucs de merde. Mais ce n'est pas pour partir, ce n'est pas pour quitter le space. C'est pour après acheter des trucs aujourd'hui que j'ai envie d'acheter, que j'aime, etc. Donc, en fait, effectivement, il y avait 500 000 peut-être personnes qui étaient actives en 2021. Aujourd'hui, il en reste 20 000. Et je pense qu'aujourd'hui, il y avait 500 000 traders et il reste 20 000 collectionneurs. Bravo, Rem. Bravo. Et je vais te dire, il y a une dernière donnée que je vais te donner pour juste la mettre en perspective. Il n'y a que 2000 personnes à travers le monde qui achètent pour plus de 100 000 euros d'œuvres d'art aux enchères chaque année. C'est minuscule. Le monde de l'art est minuscule. Et surtout sur le high-end. C'est pour ça que quand tu disais 20 000, j'étais un peu en train de tiquer. Je me dis, c'est quand même beaucoup. Et c'est peut-être ça aussi qui enthousiasme par rapport au potentiel futur qu'a ces communautés et ces bases de collectionneurs-là, puisqu'il y a un problème générationnel dans le monde de l'art. Et bref, tout ça, c'est des choses qu'on va essayer de rester dans l'exposition. De plus de 100 000, il y en a 2000 euros. 2000. Il y a actuellement 2000 personnes qui achètent. Alors, c'est juste basé sur les prix de vente aux enchères, parce que c'est donné publiques qu'on a, mais il y a 2000 personnes à travers le monde qui dépensent pour plus de 100 000 euros chaque année aux enchères sur une échelle de 10 ans à peu près. Quoi, tu vois. Donc, c'est peu. Très bien. Et c'est pour ça. Et un des trucs qu'on disait, c'est souvent, on avait un peu peur de faire des grands formats, parce qu'on se disait, les grands formats, il faut avoir des grands murs, etc. Moi, je disais à Arthur, tu sais, les vrais collectionneurs, ils achètent des grands murs pour avoir des grands formats. Ils n'achètent pas des grands formats parce qu'ils ont des grands murs. Donc, là-dessus, on verra bien comment ça se passe. Mais voilà. Acheter des grands murs, acheter des grandes baraques. Bon, bah, très bien. Et bah, c'est une bonne conclusion. Du coup, bah, on se retrouve déjà physiquement chez Artverse le 4 juillet à partir de 18h. Et l'expo tourne ensuite tout le mois de juillet. Je pense qu'on se refera une spéciale en live depuis Artverse peut-être la semaine suivante. J'aimerais bien vous faire une petite visite pour les copains comme Rémi qui n'ont pas la chance de venir. Donc, lundi, on va justement reparler. Est-ce que Artverse sera climatisé? Gros argument. Très bonne question. Oui, Artverse est complètement climatisé. C'est un super argument de vente pour moi en ce moment. Artverse est complètement climatisé. Et en plus, il y a un sous-sol au moins qui est encore plus frais que la partie climatisée. Donc, il fera très bon. Après, quand il y a 200-300 personnes, c'est forcément chaud, hein, même quand il fait froid dehors. Mais c'est climatisé. Ouais. C'est ça. Et donc, lundi, on se retrouve pour parler de la techno NFT, la deuxième partie, justement, un peu sur lequel on est plutôt d'accord, pour le coup, avec Asher, et notamment avec un focus sur ce qui se passe à la FIFA en ce moment, en pleine Coupe du Monde, parce que des fans de foot en ce moment même, achètent et vendent des RTB, des Right to Buy, et donc on va rentrer un peu plus là-dessus. En tout cas, passez une excellente journée, un excellent week-end. Merci beaucoup, Brian. C'est un long épisode qu'on a fini en retard. On a 1 heure de retard à la fin, mais tout va bien. Passez une bonne journée et good morning. Happy. Good morning. Happy.